Je parle juste avec ces micros, j'ai pas besoin de prendre celui-là en plus. Non, c'est bon. Normalement, c'est bon comme ça. C'est bon. Alors, pour démarrer, j'avais envie de partir de l'évangile de ce dimanche qui nous met devant la rencontre entre Jésus et l'aveugle de naissance. Et peut-être que cette rencontre nous indique que l'aveuglement de ceux qui croient posséder la vérité est plus dur à guérir que la cécité de celui qui n'a rien à défendre ou à perdre. Et du coup, cet appel à nous exposer à la lumière et à celui qui est la lumière du monde peut résonner fortement à nos oreilles et peut peut-être aussi orienter notre regard aujourd'hui au cœur de nos réalités contrastées, peut-être nous aider à identifier ce que peuvent être nos myopies, nos œillères, nos refus de voir ce qui nous bloque. Alors, puisque nous allons parler, nous sommes dans un cycle autour de Laudato Si et des enjeux d'écologie. Alors, je vais beaucoup revenir sur la notion d'écologie intégrale, qui est une notion qui englobe beaucoup d'aspects. Il est certain que là, un horizon nous est dessiné et que le message porté par le pape, porté par d'autres, qui est aussi celui de la conférence de Paris, la COP 21, en décembre 2015, le message est très clair. Il y a urgence à agir et le souci de la planète est intimement lié au souci de nos frères et sœurs humains et notamment au souci des plus fragiles. Alors j'avais envie de commencer en rappelant le préambule de l'accord de Paris qui regroupe les mentions de populations plus vulnérables ou de parties de la population sur lesquelles bien, la communauté internationale s'est entendue pour dire oui, nous devons prendre soin d'un certain nombre de réalités qui nous entourent. Alors, je relis ce préambule. Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière, les parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations. Fin de citation. Bon, alors on a un préambule qui est un peu, peut-être on peut dire c'est une liste à la Prévert, mais ça dit quelque chose quand même d'un accord autour, voilà, c'est un accord de Paris qui était autour des questions du climat et de l'avenir de la planète, et où nous est bien rappelé le fait que se soucier de la planète et de l'avenir de l'humanité, c'est aussi aujourd'hui prendre en compte les droits des plus vulnérables, de différentes manières. Alors, on peut dire qu'il y a eu une forme d'unanimité, en tout cas de consensus très large vis-à-vis de ces objectifs, et donc saluer déjà cet accord, mais la question qui est devant nous, c'est évidemment comment transformer l'essai. Alors, on connaît le scepticisme croissant d'un certain nombre de dirigeants aujourd'hui à travers la planète, à commencer par M. Trump. Certains chercheurs parlent aussi de ce qu'ils appellent le schisme de réalité, c'est-à-dire cet écart entre la rhétorique et voilà, et ces belles paroles, mais qui présentent le danger de rester lettre morte devant la difficulté que nous avons collectivement à prendre la mesure des transformations que cela suppose. Alors, c'est bien, je pense, le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, puis qui nous occupe tous de différentes manières et avec des positions dans la société, des engagements différents, mais nous sommes tous concernés. Alors, ce que je propose, c'est d'essayer de réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a tant de résistance en nous, autour de nous, pour justement transformer l'essai, essayer de revenir aux sources du libéralisme pour montrer comment, au fond, dans le libéralisme, il y a un certain nombre de tensions qui sont assez largement, il me semble, irrésolues, en tout cas qui nous demandent peut-être d'essayer de les dépasser de différentes manières. Et je voudrais justement regarder ensuite avec vous comment l'encyclique Laudato Si nous donne des ressources, et notamment en appliquant les ressources proposées au rôle et aux responsabilités des acteurs économiques et donc des entreprises. Mais en essayant de faire valoir comment ce qui est proposé comme chemin pour les entreprises, c'est en fait aussi un chemin pour nous tous, avec des décisions très concrètes dans nos choix de consommation et nos modes de vie quotidiens.
Alors, je démarre avec un peu un regard sur nos traditions libérales. Alors, c'est vrai, quand on parle du libéralisme, c'est encore une notion bien floue, un peu comme quand on a parlé beaucoup de développement durable depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Alors, le libéralisme, c'est évidemment, on peut le prendre sous l'angle à la fois du libéralisme économique et du libéralisme politique. Alors, le libéralisme politique, il est davantage mis en lien avec la question d'un fonctionnement démocratique de nos sociétés, avec la défense des libertés et des droits individuels. Et puis le libéralisme économique, c'est cette idée qu'il faut promouvoir le plus possible des formes d'échange entre les peuples à travers la planète aujourd'hui, et en ayant une certaine suspicion à l'égard d'une emprise trop forte des États, des pouvoirs publics, de différentes manières, qui risquerait de brider les initiatives individuelles, l'autonomie et la créativité humaine. Alors, je pense que si, pour l'instant, je mets les deux un peu ensemble, il me semble que derrière ce libéralisme, alors peut-être plus derrière un libéralisme plus compris sous l'angle économique que politique, on peut essayer de discerner trois types de tensions. Il y en a une qui est liée à l'origine quand même du libéralisme depuis le XVIIIe siècle, c'est ce souci de défendre l'autonomie humaine en sortant, en essayant de nous émanciper collectivement peut-être et individuellement des dépendances potentiellement aliénantes, que ce soit la dépendance d'un pouvoir autoritaire ou d'une tutelle religieuse ou autre qui semblerait brider les droits, les libertés individuelles. Alors, évidemment, le fait de mettre en avant l'autonomie humaine, ça, pas le temps de développer, mais je pense que la foi chrétienne promeut l'autonomie humaine, mais pas n'importe quel type d'autonomie. Alors quand on comprend l'autonomie beaucoup sous l'angle de l'indépendance, évidemment, le risque, c'est de penser cette autonomie comme indépendance, à contrario de toute forme de dépendance, voire de reconnaissance des interdépendances, avec le risque aussi de laisser de côté ce qui est de l'ordre de la fragilité, la nôtre, et le fait que chacun d'entre nous ne naît pas comme une monade isolée, que nous avons besoin d'abord de notre maman, puis d'un certain nombre de personnes, de structures, de collectifs pour nous faire grandir et vivre. Et donc, première tension, c'est cette tension entre l'autonomie et puis quel type d'autonomie et quel type de reconnaissance des interdépendances et de la vulnérabilité. Puis, il me semble qu'il y a une deuxième tension qui est liée alors à peut-être des aspects plus économiques directement, qui est finalement une tension entre le souci d'une forme de croissance de la richesse collective, avec le souci, là encore très bon, de promouvoir un bien-être accru d'une partie de la population, ou l'ensemble de la population d'une société, voire de l'humanité tout entière, avec, alors à l'époque où le libéralisme se développe, et notamment sous l'angle économique, l'idée qu'on va pouvoir puiser de façon indéfinie dans des ressources supposées justement exister en quantité indéfinie. Et du coup, une deuxième tension, c'est évidemment la tension entre le désir de croissance pour un bien-être accru et partagé, avec la question des limites, et peut-être une certaine tendance à refuser les limites et nos limites planétaires. Et puis, une troisième tension, là je reprendrai volontiers cette idée à la fois portée par Montesquieu du doux commerce, ou qui rejoint, alors un peu autrement, mais l'idée de la main invisible promue par Adam Smith, cette idée que finalement le but, l'objectif des sociétés libérales, c'est une forme d'harmonie à privilégier, avec le sentiment que si on privilégie le développement économique, on va aussi favoriser des relations plus stables, plus sereines à l'intérieur d'une communauté politique et entre États, puisqu'on n'a pas intérêt à se faire la guerre si on veut faire du commerce. Je résume à gros traits, mais c'est quand même cette idée-là. Et puis avec Adam Smith, l'idée qu'il y a une main invisible qui va harmoniser les intérêts des uns et des autres et faire en sorte qu'en cherchant son propre intérêt, finalement, on participe à l'intérêt général. Alors évidemment, là aussi, il y a une tension entre ces objectifs et le souhait d'une société plus harmonieuse, avec le fait que quand même, le commerce n'est pas forcément le doux commerce, et peut-être que quand on regarde essentiellement l'objectif d'une forme de développement économique, on est peu sensible au fait qu'il peut y avoir des perdants. Alors je reviendrai sur l'ambiguïté de la notion de gagnant-gagnant, mais cette perspective qui veut harmoniser les intérêts, elle a tendance à ne pas nous faire trop regarder les tensions, les contradictions qui peuvent exister entre des objectifs.
voilà, alors, du coup, si on prend la partie, dans ces tensions-là, ce souci quand même prédominant de l'autonomie, de la recherche du développement par la croissance économique, et une perspective qui valorise voilà, le doux commerce et la main invisible, le libre marché, eh bien, ça peut paraître assez contradictoire avec l'écologie, en tout cas une certaine manière de concevoir le rapport à la planète, qui fait valoir à la fois les interdépendances, le souci des communs, l'intégration des limites, le conflit, et d'une certaine manière aussi la mort, comme étant la limite fondamentale. Pourtant, on peut dire qu'en un sens, l'économie et l'écologie ont beaucoup en commun, à commencer par l'étymologie, parce que dans les deux mots, il y a le mot éco, loikos en grec, c'est la demeure, et la demeure, c'est bien cette demeure que nous devons gérer, et c'est la demeure qui nous abrite et dont nous avons à prendre soin. Donc en un sens, on pourrait dire, voilà, l'écologie et l'économie, peut-être qu'elles sont appelées de plus en plus à revenir vers une perspective qui est justement une perspective commune, qui est le souci de cette demeure que nous organisons, mais qui est organisation qui doit être en lien étroit avec la nature, avec ces milieux naturels qui nous portent. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais essayer de montrer comment ce que le pape désigne sous le terme d'écologie intégrale me semble donner plein de ressources pour réfléchir au rôle, alors notamment des entreprises et des acteurs économiques en général, vis-à-vis, d'une certaine manière, du dépassement peut-être de ces tensions, en tout cas pour essayer de privilégier aussi les interdépendances, un développement avec une faible croissance, et puis la prise en compte du conflit, de la réalité des perdants dans nos sociétés, la prise en compte aussi des plus faibles. Alors, je vous propose de réfléchir, pour avoir un peu un moyen mnémotechnique, en parlant de 4 C. Alors, on pourrait dire, en anglais, ça fait 4C. Alors, on peut dire avec le terme 4C qui est aussi prévoir, le souci de se situer avec une vision à long terme. Alors, mes 4 C, ça va être conscience, d'abord, puis ensuite choix critique, puis créativité, puis capacité, au service, là je prendrai le terme de capacité, au service d'une autre mesure de la valeur. Voilà, développons. Alors, sur le terme, sous l'angle conscience, ça je pense que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais je le rappelle parce que d'abord c'est une ligne de force de l'encyclique Laudato Si, et puis je crois que ça invite très fortement tous les acteurs, parties prenantes du monde économique, à se poser la question des finalités, des fins. Donc c'est un leitmotiv du pape dans l'encyclique de dire, et il le résume avec une phrase que j'aime bien reprendre, qui est « Nous avons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées ». Je trouve que c'est assez évocateur, le fait qu'on est quand même très doué pour essayer de se centrer sur des tas de moyens et innover, moyens technologiques de différentes manières, aussi les moyens en termes d'instruments financiers. On en développe plein avec une créativité inouïe. Mais au fond, la question, c'est tout ça, pourquoi, dans quel but, dans quelle finalité? Et le pape nous dit, finalement, est-ce que nos fins ne sont pas rachitiques et limitées vis-à-vis de cette pléthore de moyens, et qui du coup risquent d'être très mal orientés? Alors pour reprendre juste un petit exemple vis-à-vis de ces tensions qu'on peut retrouver dans les grands groupes, alors je nommerai pas le groupe en question, mais produit de l'eau de marque. Et j'ai eu, dans le cadre de mon programme de recherche, des activités pour essayer de voir des projets menés dans d'autres pays, comme l'Indonésie, le Mexique, l'Argentine et le Brésil, pour voir comment l'entreprise pouvait à la fois sécuriser son approvisionnement en plastique pour avoir du plastique recyclé dans ses bouteilles plastiques. Et puis, il y avait une volonté de développer des modèles qui permettent aussi d'être attentifs aux plus vulnérables, c'est-à-dire aux chiffonniers qui travaillent pour collecter dans des décharges, notamment ce plastique qui deviennent pour le revendre et en faire du plastique recyclé. Et alors c'était très intéressant, parce que là je ne vais pas parler tellement du projet en tant que tel, mais sur les tensions très fortes dans les modèles de ces grands groupes aujourd'hui, il se trouve qu'en allant une fois dans un Starbucks au Mexique et une autre fois dans un petit restaurant en Argentine, demandant de l'eau, on me donne une bouteille d'eau venant de France, exportée donc par cette entreprise qui par ailleurs est le leader sur la production d'eau en bouteille dans ces pays, et notamment en Argentine, ayant une eau de source étant aussi renommée que celle qui existe en France.
Alors, et quand je fais remarquer aux dirigeants d'autres du groupe qu'il y a quand même peut-être une contradiction, en tout cas une tension très forte entre l'objectif d'être carbone neutre en 2050 et le fait de continuer à avoir des exportations massives de leur eau de source française aux quatre coins de la